Ils croyaient m'avoir tout pris, ma femme, mon argent et même mon honneur. Mais ils ont oublié une règle simple, ne jamais acculer un loup qui n'a plus rien à perdre. Ce soir, vous allez voir comment on transforme une trahison mortelle en une vengeance glaciale. Ce n'est pas une simple histoire d'adultère dans un lit conjugal. C'est le récit d'une exécution programmée. Quand la femme que vous aimez vend votre vie à votre pire ennemi pour une poignée d'euros, la justice ne se demande pas au tribunal. Elle s'arrache avec les dents, dans le froid, le sang et le béton. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous prouver qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dans votre rue aujourd'hui. L'histoire de Fernand commence maintenant, et croyez-moi, la fin va vous glacer le sang. L'acier de la poignée de porte me brûlait la paume, mais un froid bien plus mordant avait déjà envahi mes entrailles, transformant mon sang en glace pilée. J'avais confié à cet homme ce que j'avais de plus précieux, les clés de ma maison, et il avait décidé qu'elle lui donnait aussi le droit de disposer de ma femme et de ma vie. Ce soir-là, j'ai compris qu'à chaque coup de poignard dans le dos, je répondrais au centuple, et que cette dette leur coûterait à tous les deux tout ce qu'ils possédaient. Je m'appelle Fernand. J'ai 48 ans. J'ai passé ma vie à bâtir mon existence dans une petite ville industrielle où les mots honneur et parole ont encore un sens. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent. Ancien boxeur, je suis aujourd'hui propriétaire d'une modeste flotte de camions et d'un entrepôt de matériaux de construction. Mes mains sentent le gasoil et le labeur, pas les parfums de luxe. Ma femme, Sylvie, était mon refuge. Belle, élégante, de 12 ans ma cadette. Elle savait toujours créer une atmosphère chaleureuse pendant que je négociais des contrats et me battais avec le fisc. Je croyais notre union parfaite, cimentée par des années de crédit immobilier que j'avais remboursé par anticipation, et par nos projets de vieillesse dans une maison au bord de l'eau. Gilles était mon meilleur logisticien, et je le pensais, un ami fidèle. Je l'avais sorti du gouffre quand les huissiers l'avaient acculé. Je lui avais donné du travail. Je le payais mieux que quiconque. Lorsque j'ai dû partir à Lyon pour 3 jours afin de décrocher un nouvel appel d'offres, je lui ai laissé les clés de l'appartement en lui demandant de passer vérifier la plomberie. Sylvie se plaignait d'une fuite dans la cuisine et je n'avais pas eu le temps d'appeler un plombier. « Pas de problème, Fernand, je m'occupe de tout », avait-il répondu en me regardant droit dans les yeux. À ce moment-là, je n'y avais pas prêté attention. Je pensais qu'il voulait simplement se rendre utile avant ma mission importante. L'affaire à Lyon a capoté dès le premier jour. Le client avait disparu dans une beuverie. Les bureaux étaient fermés. J'ai sauté dans ma Peugeot noire et j'ai foncé vers le retour. L'autoroute était déserte. L'asphalte nocturne brillait sous la lumière des phares. Je voulais faire une surprise. J'avais acheté à Sylvie une bague qu'elle avait mentionnée en passant devant une bijouterie et une bouteille de bon cognac dans un coffret cadeau pour fêter mon retour avec Gilles. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin. Dans la cour, juste sous mes fenêtres, sa vieille Clio était garée, sale, avec cette éraflure familière sur l'aile. Mon cœur a raté un battement. Que faisait-il là, à une heure pareille? Réparait-il le robinet jusqu'à l'aube? Je suis sorti de la voiture, sentant une rage sourde et lourde bouillir en moi. La neige crissait sous mes pas comme les os d'un traître. Je n'ai pas claqué la porte d'entrée. Le silence dans la cage d'escalier me pesait sur les tympans. L'ascenseur était en panne et j'ai monté les 4 étages à pied, sautant les marches 2 par 2. À chaque pas mourait en moi l'homme qui croyait en l'amitié. Une image obsédante flottait devant mes yeux. Mon appartement, mon canapé, et ces 2-là. J'ai sorti mon double des clés. Ma main n'a pas tremblé. La serrure s'est ouverte presque sans bruit. L'entrée était saturée de l'odeur sucrée de son parfum à elle, mêlée aux effluves agressifs de l'eau de Cologne bon marché dont Gilles s'aspergeait toujours. Sa veste était accrochée au porte-manteau, juste à côté de son peignoir en soie à elle. Ses chaussures traînaient par terre, jetées négligemment. Quelque chose s'est définitivement brisé en moi. J'ai avancé dans le couloir, sentant mes poings se serrer d'eux-mêmes. Une lumière tamisée venait du salon. Sur la table trônait une bouteille vide de ma vieille prune artisanale, celle que je gardais pour les grandes occasions. À côté, 2 verres. Ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils avaient mangé et bu dans ma main
en riant de ma naïveté. J'ai poussé la porte de la chambre. Elle n'était pas verrouillée. Dans la pénombre, je les ai vus. Ils dormaient si paisiblement, comme s'ils en avaient le droit. Ma femme, qui le matin même me jurait son amour au téléphone, et mon fidèle chien de garde, Gilles. À cet instant, je ne ressentais aucune douleur, juste du froid. Un froid chirurgical et calculateur. Je me suis approché du lit et j'ai arraché la couette d'un coup sec. Sylvie a poussé un cri en se couvrant de ses bras. Gilles a sursauté, hébété, clignant des yeux. Son visage, encore endormi l'instant d'avant, s'est déformé sous l'effet d'une terreur animale. Il a essayé de dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé la chance. Mon direct au menton a été court et précis. J'y avais mis tout le poids de mes 40 années d'une vie honnête qu'il venait de réduire à néant. Gilles s'est effondré au sol, heurtant la table de chevet. Le vase avec les fleurs a volé en 1000 éclats, tout comme ma foi en l'humanité. « Fernand, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois », a hurlé Sylvie en se recroquevillant dans un coin du lit. Elle tentait de tirer le drap vers elle, mais j'ai arraché le tissu, la laissant sans défense face à ma colère. « Pas ce que je crois ?» Ma voix était basse, proche du grondement. « Tu veux dire qu'il est là pour vérifier le joint du robinet, ou vous avez juste décidé de tester le matelas pendant que le patron est en déplacement ?» Gilles a gémi par terre, essayant de se relever. Le sang coulait, tachant le col de sa chemise blanche, celle-là même que je lui avais offerte pour son anniversaire. Je l'ai attrapé par le col et l'ai remis sur pied d'une secousse. Il était lourd, mais je ne sentais pas son poids. L'adrénaline martelait mes tempes, me transformant en machine. Je l'ai plaqué contre le mur, sentant ses os craquer sous ma pression. « Tu croyais quoi? Que j'avais réchauffé un serpent en mon sein et qu'il ne me mordrait pas ?» Je l'ai frappé encore une fois, à l'estomac cette fois. Gilles s'est plié en deux, râlant et cherchant son souffle. « Fernand, arrête, tu vas le tuer !» Sylvie s'est jetée sur moi, agrippant mes bras de ses doigts fins, ces mêmes doigts où brillait l'or acheté avec mon argent. Je l'ai repoussée, pas violemment, mais assez pour qu'elle comprenne. L'ancien Fernand n'existait plus. Il ne restait qu'un homme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai posé mon regard sur elle, sur cette femme que j'avais idolâtrée. Elle avait l'air pitoyable à présent. Le maquillage avait coulé, son regard fuyait. Dans ses yeux, je ne voyais aucun remords, seulement la peur pour sa propre peau. J'ai pointé du doigt Gilles, qui glissait le long du mur. « Toi, tu te relèves, tu t'habilles, et tu disparais de cet appartement. Et ne va pas croire que c'est fini. Ce n'est que la première minute de ton enfer personnel. Tu vas tout perdre, ta voiture, ton travail, ta réputation. Je ferai en sorte que, dans cette ville, on ne te vende même pas une miche au coin de la rue. »« Fernand, je t'en supplie, » a gémi Sylvie d'une voix cassée. « C'était une erreur. Il m'a forcé, il m'a menacé. Il disait qu'il te raconterait. Tais-toi, ai-je aboyé. Ma voix a claqué si fort que la vaisselle dans le buffet a tinté comme un avertissement. Forcé ? Par mon alcool, peut-être. Il t'a aussi forcé à boire ? Non, tu as choisi. Regarde où ce choix t'a mené. J'ai sorti de ma poche la bague que je lui avais achetée. Le petit diamant a accroché la lumière de la lampe. Ils se sont figés tous les deux. Je suis allé à la fenêtre, j'ai ouvert le battant. Un air nocturne, glacé, a balayé la pièce. J'ai armé mon bras et j'ai lancé l'écrin au loin, dans la neige. C'est la dernière chose que tu aurais pu recevoir de moi gratuitement. Maintenant, vous allez payer, tous les deux. J'ai obligé Gilles à s'habiller sous mon regard, sans lui laisser une seconde de répit. Chacun de ses gestes était saccadé, maladroit. Il n'osait pas lever les yeux. Sylvie était assise sur le lit, les bras autour des épaules, et elle gémissait à voix basse, comme un animal blessé. Quand il a fini d'enfiler ses chaussures, je l'ai attrapé par le col et je l'ai tiré jusqu'à la sortie. Je l'ai jeté dans la cage d'escalier comme un sac d'ordures. Il a dévalé les premières marches en roulant. La voiture, tu la laisses dans la cour, les clés sur le capot. Si je te vois au volant de quoi que ce soit, sauf d'un vélo d'enfant, tu n'auras que toi à blâmer, et je lançai par-dessus mon épaule. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte, toutes les serrures, une à une. Sylvie se tenait dans le couloir, blanche comme un mur.
Elle avait compris que je ne la mettrais pas dehors tout de suite, et c'était précisément ce qui l'épouvantait le plus. Elle connaissait mon caractère. Une mort rapide, c'est une forme de pitié. Moi, je préparais quelque chose de long, de lent, d'insupportable. Fais tes valises, et je dis d'un ton froid, sans une émotion. Mais pas tout. Seulement ce que tu as apporté de chez tes parents, ceux qui buvaient trop. Tout ce qui a été payé avec mon argent reste ici. Tu as 10 minutes. Fernand, il fait nuit. Où tu veux que j'aille? Je n'ai pas d'argent. Et mon téléphone, tu l'as cassé. J'ai regardé l'horloge. Il te reste 9 minutes et 40 secondes. Et retiens bien, demain matin, je vais à la banque. Cet appartement, à nous deux, tu as oublié au nom de qui est le prêt et qui a versé la plus grosse part. Demain, tu ne seras plus personne, officiellement. Je suis allé à la cuisine, je me suis servi un verre plein de cognac et je l'ai avalé d'un trait, sans grimacer. L'alcool ne me chauffait pas, il nourrissait seulement ma détermination. J'entendais, derrière moi, la panique de ses gestes, les affaires jetées à la hâte dans un vieux sac de sport. À un moment, elle a tenté de s'approcher, comme pour tomber à genoux. Je me suis contenté de me tourner vers la fenêtre. Dans la cour, Gilles se tenait près de sa petite voiture, les mains tremblantes, cherchant à faire entrer la clé comme si le métal le brûlait. Il ne savait pas encore que j'avais déjà préparé une surprise pour son activité, et que le matin qui venait serait pour lui le début de la fin. Quand la porte s'est refermée derrière Sylvie, l'appartement est devenu assourdissant de silence. Je me suis assis à la table et j'ai sorti un carnet. J'avais une liste. La liste de tous ceux qui les avaient aidés à cacher cette saleté, de tous ceux qui riaient dans mon dos. Je n'avais pas l'intention de me contenter d'un divorce. Je voulais réduire leur monde en poussière, jusqu'aux fondations, et bâtir sur les cendres ma propre idée de la justice. Le premier point était souligné en rouge, le dépôt de Gilles, qui dépendait encore, juridiquement, de mes livraisons. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement. Pas de peur, d'impatience. Demain, la ville apprendrait ce qu'il en coûte à ceux qui décident de me trahir. Mais d'abord, je devais voir quelqu'un. Quelqu'un qui en savait bien plus qu'eux ne pouvait l'imaginer. Et cette conversation-là serait courte et dure. La vengeance ne doit pas être rapide. Elle doit être écrasante, comme la descente d'une presse industrielle qui réduit la trahison en poussière fine. Je suis resté debout dans l'appartement vide, respirant encore un reste de leur odeur écœurante. Et je me suis dit que les jeter au froid, simplement, c'était trop bon marché pour des gens qui avaient tenté d'enterrer ma vie. Désormais, chaque respiration qu'ils prendraient porterait mon empreinte, et chaque pas les rapprocherait du gouffre que je creuserais de mes propres mains. L'aube m'a trouvé dans mon box de garage, là où je remettrais d'ordinaire de l'ordre dans mes pensées en bricolant les moteurs de mes camions. Une lumière grise filtrait à travers les vitres poussiéreuses et se posait sur le capot de ma berline. J'étais assis sur l'établi, serrant dans ma main les clés de la voiture de Gilles, qu'il avait docilement laissée sur le capot, comme un chien battu. Une seule idée pulsait dans mon crâne. Il n'avait pas seulement couché avec ma femme. Il s'était servi de ma bonté, de ma protection et de mon matériel pour m'enfoncer la lame jusqu'aux manches. À 6 heures du matin, j'étais déjà au bureau de mon entreprise. Ma comptable, Dominique, une femme de la vieille école, a sursauté quand je suis entré sans frapper. J'en avais l'allure, cheveux en bataille, yeux injectés de sang par la nuit blanche, et ce regard lourd, opaque, qui ne demandait pas la permission. Donnez-moi tous les rapports sur les dernières opérations que Gilles a gérées, et j'ordonnais. Elle a tenté de balbutier quelque chose à propos de calendrier et de rapprochement, mais un seul coup de poing sur le bureau a suffi. Elle s'est tue nette, et ses doigts se sont mis à frapper le clavier avec fébrilité. Une demi-heure plus tard, c'est un abîme qui s'est ouvert devant moi. Ce type ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Il siphonnait systématiquement les comptes, falsifiant des achats de pièces détachées pour nos camionnettes. Le chiffre de 50 000 € brûlait sur l'écran comme la marque de mon déshonneur. Il planifiait cette fuite depuis longtemps. Pendant que je musais la santé sur la route et que je harcelais les mauvais payeurs, il préparait leur nid douillet loin d'ici, avec mon argent. La rage, qui jusqu'ici me brûlait les veines, s'est muée en une détermination froide et calculatrice.
Je ne suis pas seulement un chef d'entreprise. Je suis un homme habitué à régler les problèmes par la force et la volonté. Et cette force exigeait un exutoire. Je suis sorti sur le parking où sa Clio était garée. Une voiture achetée, je le découvrais maintenant, avec l'argent qu'il m'avait volé. J'ai sorti du coffre de ma Peugeot la lourde masse dont je ne me séparais jamais. C'est l'outil idéal pour ceux qui ne comprennent pas les mots. Le premier coup a frappé le pare-brise. La toile d'araignée de verre a explosé instantanément, me crachant une fine poussière au visage. Le coup suivant a enfoncé le toit, transformant le véhicule soigné en une boîte de conserve informe. J'ai frappé longtemps, méthodiquement, sentant qu'à chaque impact, j'évacuais une part de cette confiance que j'avais si bêtement gaspillée. Quand j'ai eu fini, il ne restait de la voiture qu'une épave tordue. Mais ce n'était que le début de sa mise à mort financière. Les papiers que je serrais dans ma main n'étaient pas de simples rapports. C'était l'arrêt de mort de son avenir. Car chaque centime dérobé se transformerait désormais en temps de prison ferme. Et je comptais bien m'assurer qu'il prenne le maximum. Je savais qu'il irait retrouver Sylvie, là où je l'avais chassée, dans cet appartement de location qu'elle payait en secret dans mon dos. J'avais l'adresse. Je l'avais trouvée dans son vieux téléphone, oublié dans la précipitation sur la table de chevet. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai foncé vers la banlieue. Le trajet a duré 15 minutes. C'était une vieille barre d'immeuble qui sentait burine de chat et le désespoir. Je l'ai vu. Il se tenait près de l'entrée, pressant un mouchoir sale contre son visage. Sa mâchoire le faisait souffrir. Quand il a aperçu ma Peugeot, il a tenté de se faufiler par la porte, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai intercepté sur le seuil, je l'ai agrippé par le col et je lui ai cogné la tête contre la porte en fer. Le bruit fut sourd, écœurant. « Où est-elle » ai-je articulé, mes doigts s'enfonçant dans sa gorge. « Fernand, lâche-moi, je te rembourserai, je te le jure » a-t-il râlé en postillonnant. « Tu rembourseras tout, Gilles, jusqu'au dernier centime, et tu ajouteras un supplément pour ma patience. Mais d'abord, tu vas me dire depuis combien de temps vous me prenez pour un idiot. » Je l'ai traîné derrière les boxes de garage, loin des regards indiscrets. Là, au milieu des gravats et des tuyaux rouillés, je lui ai fait passer un véritable interrogatoire. Je ne l'ai pas frappé fort, je l'ai frappé professionnellement. Au foie, au rein, juste assez pour que chaque respiration lui coûte un effort. Il a craqué vite, il a geint, il a supplié, il a vendu Sylvie sans hésiter. Il m'a raconté comment elle se moquait de mon amour, comment elle me traitait de vieille bête de somme, juste bonne à tirer la charrette d'argent. Chaque mot entrait en moi comme une tige de fer rouge. Leur liaison durait depuis plus d'1 an. Pendant 1 an, j'avais serré dans mes bras une femme qui comptait mes billets dans la poche de son amant. Je l'ai laissé gisant dans la boue, après lui avoir confisqué son téléphone. Il fallait qu'il reste sans moyen de communication. Je savais que Sylvie attendait son appel, qu'elle espérait qu'il vienne la sauver, la sortir du trou où je l'avais envoyée. J'ai décidé de leur organiser une petite soirée romantique. J'ai composé le numéro de sa mère, Agnès, une femme stricte, de la vieille école, qui m'avait toujours cité en exemple. « Agnès, bonjour. Votre fille m'a quitté pour Gilles, mon logisticien. Elle est partie avec 50 000 € de la caisse. Elle est dans un appartement de location. Je vous envoie l'adresse. Venez donc voir la vie heureuse que votre beauté s'est construite sur le malheur d'autrui. » La voix à l'autre bout du fil a tremblé avant de sombrer dans l'hystérie. J'ai raccroché. C'était le premier clou dans le cercueil de sa réputation. Sylvie tenait à l'opinion de sa mère. Je savais que désormais, ce n'était pas du soutien qu'il attendait, mais un véritable enfer familial. Mais cela ne me suffisait pas. Je suis retourné à la voiture. J'ai sorti de la boîte à gants la flasque d'eau-de-vie que je gardais pour les ouvriers de la route et j'ai avalé une gorgée. Le liquide m'a brûlé la gorge, me clarifiant l'esprit. Le plan de ma vengeance prenait une forme précise. Je ne voulais pas simplement les juger, je voulais rendre leur existence insupportable. J'ai roulé jusqu'au commissariat pour voir notre connaissance commune, le capitaine Marc. Nous avions fréquenté le même club de boxe autrefois. « Marc, j'ai besoin que cette affaire ne soit pas étouffée. Il a mon argent. Les preuves sont au bureau. Fais en sorte qu'il plonge pour de bon. Pas de liberté conditionnelle. » « Fernand, tu sais bien, la procédure, a-t-il commencé ? Je sais tout ça, Marc. Mais il ne m'a pas seulement volé de l'argent, il m'a craché à l'âme. Fais ce que je te demande.
Quand je suis sorti du poste, la nuit était tombée. Les lampadaires brillaient d'une lumière jaune et terne, se reflétant dans les flaques. Je sentais grandir en moi un vide étrange, effrayant. Je détruisais leur vie, mais la mienne était en ruine. Pourtant, je n'avais aucune intention de m'arrêter. La partie la plus importante était à venir, le face-à-face avec Sylvie. Elle devait comprendre la profondeur de son erreur. Je suis arrivé devant cette fameuse barre HLM et je suis monté au 2e étage. La porte était en bois, fragile. Je n'ai pas frappé. D'un seul coup de pied puissant, j'ai fait sauter la serrure et je suis entré. Sylvie était assise dans la cuisine décrépie, serrant un verre d'eau entre ses mains. En me voyant, elle a poussé un cri et lâché le verre. Les éclats se sont éparpillés sur le lino, tout comme ses espoirs d'une issue paisible. « Où est-il » a-t-elle chuchoté, me regardant avec une terreur non dissimulée. Gilles se repose en ce moment dans un endroit très désagréable. Quant à nous, ma chère, nous allons procéder à l'inventaire de tes biens. On va commencer par la bague que tu as cachée dans ta boîte à bijoux. Et on finira par ta part de l'appartement que tu vas me céder dès demain pour rembourser les dettes de ton amant. Je me suis approché d'elle, tout près. Elle sentait la peur, cette odeur aigre et piquante de la défaite. Je lui ai pris le menton, la forçant à me regarder dans les yeux. Il n'y avait plus d'amour en eux, seulement la rage froide d'un homme poussé à bout. Tu pensais que j'allais pleurer et te supplier de revenir ? J'ai eu un petit rire, et ce rire était plus effrayant que n'importe quel cri. Non, Sylvie, c'est toi qui vas me supplier de te laisser tranquille quand tu te retrouveras à la rue, sans un sou en poche et avec une étiquette de voleuse sur le front. Et crois-moi, ce moment arrivera bien plus vite que tu ne le penses. J'ai vu son ordinateur portable ouvert sur la table et j'ai compris qu'elle venait de commettre sa principale et dernière erreur. Celle qui me permettrait non seulement de la ruiner, mais de l'anéantir définitivement, effaçant toute possibilité pour elle de revenir à une vie normale. L'écran a clignoté, affichant ce qui devait être mon arrêt de mort. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un mode d'emploi détaillé pour ma liquidation. Chaque pas, chaque habitude, chaque faiblesse y était transformée en cible. À cet instant, j'ai su que la compassion était définitivement calcinée en moi. Il ne restait plus que l'instinct du prédateur sur une piste sanglante. Et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir vu leur chute totale et définitive. Je regardais la messagerie ouverte, et un abîme se creusait devant mes yeux. Sylvie correspondait avec un homme que je connaissais sous le surnom de Le Grison, mon principal concurrent dans le transport. Un type gluant qui essayait depuis des années de m'évincer des routes rentables. Ils ne discutaient pas seulement de leurs ébats avec Gilles. Ils planifiaient ma mise au rebut. Dans un dossier au nom innocent de « réparation », il y avait des photos de mes plaquettes de frein, mes plannings de trajet et ce qui m'a frappé plus fort qu'un coup de poing, un plan détaillé pour provoquer un accident dans le col. Ma femme, à qui je confiais ma vie, vendait cette même vie pour une liasse de billets marqués et la promesse d'une belle existence, loin de notre ville poussiéreuse. Sylvie s'est recroquevillée dans le coin de la cuisine, me regardant refermer lentement l'ordinateur. La petite pièce qui sentait l'humidité et le tabac bon marché des anciens locataires est devenue insupportablement étroite. Je sentais mon sang, lourd et brûlant, battre à mes tempes. Mes doigts, habitués aux clés à molette et au volant, se sont serrés en poing. Je me suis approché d'elle, sentant l'onde de terreur animale qui émanait de son corps. Alors comme ça, le vieux bœuf devait finir dans le fossé. Ma voix était basse, mais la mort y suintait. Tu avais déjà choisi la couronne, salope ? Ou vous comptiez fêter ça tout de suite avec Gilles sur l'argent de mon assurance vie ? Je l'ai saisie par les épaules et je l'ai secouée si fort que sa tête a basculé et que ses dents ont claqué. Elle a essayé de crier quelque chose, a levé la main pour me frapper, mais je l'ai interceptée, lui tordant le poignet juste ce qu'il faut pour que la douleur fasse oublier la fierté. Elle s'est effondrée à genoux, cherchant son air, et j'ai projeté l'ordinateur contre le mur. Le plastique a craqué. L'écran a explosé en étincelles, transformant la preuve de leur bassesse en un tas de débris. Mais je n'avais pas besoin de preuves pour le tribunal. J'avais besoin d'aveux arrachés à la chair. Un coup soudain et violent à la porte m'a fait me retourner. Ce n'était pas le coup poli d'un voisin. C'est comme ça que frappent ceux qui viennent prendre ce qui est à eux ou ce qui est aux autres.
Des voix rudes ont résonné dans le couloir, et j'en ai reconnu une. C'était un homme de main du Grison, un petit voyou nommé Cyril, que j'avais viré de mon dépôt pour vol de gasoil. Il semblait que le Grison trouvait que Sylvie tardait trop à donner signe de vie, et qu'il avait envoyé ses chiens vérifier la marchandise. Dis-lui que son indicatrice ne travaille plus, et que pour chaque minute que j'ai passé à croire que j'avais une famille, il paiera avec son business. Je brûlerai sa boîte jusqu'aux fondations. Tu as compris, Cyril ? Je la dominais de toute ma hauteur, et je sentais mourir définitivement en moi le Fernand capable de pardonner. Dans cette cuisine étroite, où un géranium fané agonisait sur le rebord de la fenêtre, se jouait le destin de sa misérable existence. J'ai arraché le téléphone de ses mains et je l'ai balancé dans le seau d'eau sale. Elle n'a même pas tressailli. Je suis sorti de l'appartement sans me retourner, dévalant l'escalier maculé de crachats. Chacun de mes pas résonnait en écho lugubre dans la cage d'escalier vide. Dehors, le gel s'était durci, me mordant le visage, mais je ne le sentais pas. Ma Peugeot m'attendait sur le bas-côté, recouverte d'une neige grise. Je me suis installé au volant, j'ai démarré le moteur et j'ai fixé longuement l'aiguille du contour qui tremblait. Dans la boîte à gants reposait un vieux poing américain, un cadeau de mon entraîneur, vestige de cette autre vie. Je l'ai glissé à mes doigts, retrouvant le poids familier du métal. Ma route menait à la zone industrielle, vers les entrepôts du Grison. Si Sylvie était la traîtresse de l'intérieur, le Grison était celui qui m'avait frappé à découvert. Je savais que sa sécurité se résumait à une paire de gardiens paresseux et quelques voyous du même acabit que ceux envoyés chez Sylvie. Mais à cet instant, je me fichais de leur nombre. Je roulais sur la chaussée défoncée, passant sous des lampadaires ternes et des clôtures rouillées, sentant bouillir en moi une rage primitive. J'ai pilé devant le portail de l'entrepôt. La lumière des phares a arraché aux ténèbres le verrou massif. Un gardien en parka graisseuse est sorti de sa guérite en criant quelque chose et en agitant les bras. Je suis sorti de la voiture sans fermer la portière. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Mon direct à la mâchoire l'a envoyé au tapis pour un long moment. Je n'ai ressenti aucune pitié, seulement la satisfaction glaciale du craquement des os. J'ai arraché le trousseau de clés à sa ceinture et je me suis dirigé vers le hangar principal, là où le Grison garait ses tracteurs routiers flambant neufs. Quand le premier camion-citerne s'est transformé en boule de feu, illuminant le ciel nocturne au-dessus de la zone industrielle, j'ai su qu'il n'y avait plus de règles, et que cette nuit deviendrait pour eux le début d'un cauchemar éternel. La lueur de l'incendie se reflétait dans mes yeux, et le rugissement des flammes couvrait les sirènes qui commençaient déjà à hurler au loin. Je restais là, regardant brûler son business, voyant les pneus neufs fondre et les vitres exploser. Ce n'était qu'une infime partie de la dette qu'il avait contractée envers moi en 8 ans de mensonges. J'ai entendu crisser des pneus derrière moi. 3 hommes ont jailli du Range Rover. Le Grison était parmi eux, petit, trapu, avec ce visage de rat et ses yeux froids. Il regardait l'entrepôt en flammes, et un réseau de veines pourpres a gonflé sur son front. « T'as complètement perdu la tête, Fernand ?» a-t-il sifflé, essuyant la sueur sur son front. « Tu réalises dans quelle merde tu viens de te mettre ?» Je ne réalise qu'une chose. J'ai fait un pas vers lui, ignorant ses sbires. 8 ans que tu couches avec ma femme et que tu me fais élever ton bâtard. Maintenant, tu ne vas pas payer avec de l'argent. Tu vas payer avec ta chienne de vie. L'un de ces gars s'est jeté sur moi avec une barre de fer, mais j'ai esquivé, intercepté son bras et enfoncé violemment le poing américain dans ses côtes. Un craquement net a déchiré l'air. Le second a tenté de sortir un couteau, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Un coup de pied dans le genou l'a fait s'effondrer sur le béton avec un hurlement sauvage. Le Grison a reculé vers sa voiture. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par une peur animale. Il a porté la main à sa veste, cherchant visiblement une arme, mais j'ai été plus rapide. Je lui ai sauté dessus, le renversant, et nous avons roulé dans la neige boueuse. Je l'ai frappé méthodiquement, mettant dans chaque coup toute la douleur accumulée ces dernières heures. Je voyais son visage se transformer en bouillie sanglante. J'entendais ses râles et ses supplications. Mais dans mon cœur, il n'y avait aucune place pour la clémence. Je l'ai saisi par le col et soulevé, plongeant mon regard droit dans ses yeux vitreux. « Où est Gilles ?» et je rugis. « Où se cache ce ver de terre ?»
Le grison a sifflé quelque chose en crachant des dents cassées. Il a pointé une main tremblante vers les vieux garages, à la périphérie. Il avait vendu son complice aussi facilement qu'il avait séduit ma femme autrefois. Je l'ai rejeté dans la boue et suis retourné à ma voiture. L'incendie de l'entrepôt ne faisait que croître, baignant les alentours d'une lumière infernale. Je savais que la police serait bientôt là, mais je devais finir le travail. Il me restait une dernière adresse et un dernier traître sur ma liste. J'ai lancé la voiture dans les rues nocturnes, grillant les feux. Une pensée martelait mon crâne. Gilles doit payer pour tout, pour les millions volés, pour le foyer détruit, pour chaque minute de ma crédulité. Je l'ai trouvé dans l'un de ces garages dont le grison avait parlé. Ça sentait l'huile de vidange et le tabac froid. Gilles était assis sur un vieux bidon, comptant fébrilement des liasses de billets, ceux-là même qu'il avait détournés de mon entreprise. En me voyant, il va laisser tomber le sac et les coupures se sont éparpillées sur le sol comme des feuilles mortes. Il a tenté de se ruer vers la sortie, mais je lui ai barré la route en claquant le lourd battant métallique. « Fernand, attends, je vais tout te rendre. Il y a tout, jusqu'au dernier centime », a-t-il pleurniché en reculant vers le fond du garage. C'est elle qui m'a monté la tête, Sylvie. Elle disait que tu étais vieux, que tu allais bientôt crever de toute façon. Je marchais vers lui en silence. Les mots n'avaient plus aucune importance. Je l'ai saisi à la gorge et plaqué contre l'établi, sur lequel traînaient de lourdes clés anglaises. Je sentais la veine de son cou battre la chamade. Je sentais son corps secoué de tremblements. À cet instant, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué, mais j'ai décroché sans relâcher ma prise. Une voix calme, effroyablement familière, a résonné à l'autre bout, me glaçant le sang. « Fernand, tu as eu tort de t'attaquer à mes entrepôts. » Le grison. Pendant que tu t'amuses avec Gilles, souviens-toi d'une chose. Ton fils est avec moi. Si tu veux le revoir vivant, tu feras exactement ce que je te dis. Je me suis figé, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Gilles, profitant de mon instant d'hésitation, a saisi un démonte-pneus sous l'établi et l'a brandi de toutes ses forces vers ma tête. 8 années de paternité venaient d'être vendues pour une place dans la voiture d'un autre, et l'enfant que j'appelais mon fils était devenu la laisse passée autour de mon cou. Le grison pensait pouvoir jouer avec un homme qui avait déjà tout perdu, mais il ignorait une chose. Un loup acculé ne négocie pas. Il déchire les gorges. À la seconde où la barre de fer dans la main de Gilles a amorcé sa descente, j'ai cessé d'être un mari trompé pour devenir une force punitive sans peur ni pitié. Je n'ai pas reculé. J'ai fait un pas vers le cou, réduisant la distance. Le métal a sifflé à quelques millimètres de ma tempe, déplaçant l'air froid sur ma peau. Mais ma main gauche s'était déjà refermée sur le coude du traître, tandis que la droite, alourdie par le poing américain, le cueillait au plexus avec un bruit sourd. Gilles s'est plié comme une poupée de chiffon, lâchant le démonte-pneu qui est tombé sur le béton dans un fracas métallique. Je ne l'ai pas laissé choir. L'agrippant par le peu de cheveux qui lui restaient, j'ai écrasé son visage contre le bord de l'établi. Le craquement de son arête nasale s'est mêlé à un gémissement gargouillant. « Où est le gamin ?» Et je rugis en le secouant si fort que ses dents ont claqué à nouveau. « Si on touche à un seul de ses cheveux, je te découperai morceau par morceau et je forcerai ta Sylvie à te bouffer. Parle !» Gilles mugissait, crachant une mousse sanglante. Il était pathétique. Cet homme s'était assis à ma table, avait bu mon eau de vie et juré fidélité. Il n'était plus qu'un sac d'eau dont je devais extraire une information. Le téléphone dans ma main gauche diffusait toujours la respiration lourde du grison. « Fernand, tu m'entends ?» La voix de mon concurrent suintait un triomphe venimeux. « Viens à l'ancienne cimenterie désaffectée, seul. Si je vois une queue ou tes copains de la police, le petit Édouard apprendra à voler depuis le 5e étage. Tu as 40 minutes. » J'ai projeté Gilles dans un coin du garage, au milieu des chiffons bileux et des vieux pneus. Il ne se relèverait pas de sitôt. J'ai ramassé rapidement l'argent éparpillé sur le sol, mon argent, et l'ai jeté dans le coffre de la Peugeot. Le moteur a rugi, crachant une fumée bleuâtre dans l'air froid du garage. J'ai lancé la voiture sur la route nocturne, sentant tout brûler en moi. Pendant 8 ans, j'avais appris à ce garçon à devenir un homme.
Je l'emmenais à la pêche, je lui apprenais à changer une roue sur notre vieille camionnette, je soignais ses genoux écorchés. Et maintenant, je découvrais qu'il était le fruit d'une trahison, le déchet biologique d'un homme que je méprisais. Mais mon cœur, bon sang, refusait d'écouter la logique. Pour moi, il était toujours mon fils. Quand l'écran du téléphone fixé au tableau de bord a affiché un message vidéo montrant le visage de Sylvie aux côtés du grison, avec en arrière-plan le gamin ligoté et en pleurs, j'ai compris qu'elle n'avait pas seulement trahi mon lit. Elle avait mis la vie de son propre enfant aux enchères, juste pour m'atteindre. À cette seconde, le dernier fusible a sauté en moi, transformant la fureur en un calcul mortel et glacé. Elle regardait la caméra avec un demi-sourire dément, remettant en place sa coiffure parfaite, tandis que derrière elle, le grison gardait une main sur l'épaule d'Édouard terrorisé. C'était au-delà du bien et du mal. C'était le point de non-retour. La cimenterie m'a accueilli dans un silence de mort, hérissé de carcasses de bâtiments inachevés, semblables aux squelettes de monstres préhistoriques. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. Je serrais dans ma main le démonte-pneus ramassé dans le garage de Gilles. Le vent de la nuit s'engouffrait entre les piliers de béton, hurlant dans les ouvertures béantes des fenêtres. Je sentais l'odeur de la poussière, de l'humidité et d'une peur rance. Je suis là, et je criais. Ma voix résonnait en écho sur le site. Sors de là, rat d'égout. Montre-toi s'il te reste une once de courage. Du haut de la galerie du 2e étage, le faisceau puissant d'un projecteur m'a frappé, m'aveuglant. J'ai protégé mes yeux de la main. Lâche ta ferraille, Fernand, a retenti la voix du grison dans un mégaphone. Tu as perdu. Ta bonne femme a choisi celui qui a le portefeuille le plus épais et les dents les plus longues. Et le gamin, eh bien, c'est juste un bonus sympathique dans notre petite partie. Je les ai vus. Ils se tenaient au bord de la plateforme ouverte. Sylvie dans son manteau de fourrure hors de prix, celui que je lui avais offert pour le dernier Nouvel An, et le grison tenant fermement Édouard. Le garçon tremblait. Ses yeux étaient écarquillés par l'épouvante. Il ne comprenait pas pourquoi maman restait plantée là, à côté de ce monsieur qui avait l'air méchant, ni pourquoi papa faisait si peur. Fernand signe l'abandon des poursuites et cède le centre logistique à Gilles, a hurlé Sylvie. Il n'y avait pas une once de compassion dans sa voix. Fais ça et on te laissera partir vivant. Retourne chez ta mère à la campagne. Bois ton eau de vie et oublie-nous. Tu es vieux, tu ne tiens plus la cadence. Tu n'es qu'un obstacle. Je la regardais et je ne la reconnaissais pas. Avais-je vraiment partagé le lit de ce monstre ? Lui avais-je vraiment confié mes pensées ? Elle était prête à m'anéantir, à piétiner tout ce que nous avions bâti, juste pour avoir le privilège de devenir la paillasse du grison. Tu crois vraiment qu'il te laissera en vie après ça ? J'avançais lentement, ignorant la lumière aveuglante du projecteur. Tu es un témoin gênant, Sylvie. Dès que j'aurai signé les papiers, il se débarrassera de nous deux. Et du gamin aussi. Il n'a pas besoin de lui. Pour lui, c'est une bouche à nourrir en trop et un rappel de ton passé. Le grison commençait à s'énerver. Je l'ai vu serrer plus fort l'épaule du garçon. 2 de ces molosses ont surgi de l'ombre pour me barrer la route. Ils étaient armés de barres de fer à béton. Je ne me suis pas arrêté. Le premier coup m'a atteint à l'épaule, une brûlure intense, mais je me suis contenté de grimacer. J'ai intercepté la barre de fer, je l'ai tirée vers moi, et dans le mouvement, j'ai écrasé mon coude contre la mâchoire de l'agresseur. Le second a tenté de me frapper à l'estomac, mais j'ai saisi son bras et je l'ai tordu avec un craquement si net que le son a résonné dans tout le hangar. J'agissais à l'instinct pur. La douleur à l'épaule ne faisait qu'alimenter mon agressivité. Je les ai frappés longtemps, terriblement, les empêchant de se relever, transformant leur visage en bouillie sanglante. Je voulais que Sylvie voie ça. Je voulais qu'elle comprenne quelle force elle avait essayé d'apprivoiser et de trahir. Quand les 2 gardes sont restés inertes sur le sol en béton, j'ai levé la tête vers la galerie. Le grison a porté la main à son holster. Son visage était déformé par la rage. « Reste où tu es » a-t-il hurlé en braquant son pistolet. « Encore un pas et je bute le petit. » C'est à ce moment-là que Sylvie a fait la chose à laquelle je m'attendais le moins. Elle n'a pas essayé de protéger son fils. Elle a saisi le bras du grison, non pour l'arrêter, mais pour diriger le canon droit sur moi.
ses yeux brûlés de haine. Dans cet instant fugace, j'ai mesuré toute la profondeur de sa chute. Elle voulait appuyer sur la détente elle-même. Elle voulait en finir, ici et maintenant. J'ai plongé derrière un pilier en béton une fraction de seconde avant que le coup de feu ne claque. La balle a arraché des éclats de ciment juste au-dessus de ma tête. Le garçon a crié, et ce cri m'a transpercé. J'ai compris que le temps des négociations était terminé. Je n'avais pas d'autre arme que ma fureur et ma connaissance de cette usine, que j'avais aidé à construire dans les années 90. J'ai commencé à les contourner par un couloir sombre, encombré de gravats. Chacun de mes pas était silencieux. Je savais où se trouvait le tableau électrique. Si je coupais le courant, ils seraient comme des chatons aveugles, et je serais le maître de cette nuit. J'ai atteint le disjoncteur et j'ai abaissé la manette d'un coup sec. L'atelier a plongé dans une obscurité épaisse, absolue. J'entendais leur respiration. J'entendais les chuchotements paniqués de Sylvie et les jurons du grison. Je me déplaçais au son, comme une ombre. J'étais tout près quand j'ai entendu le déclic discret d'un briquet. La flamme a éclairé le visage du grison une seconde, et j'ai frappé. Mais au lieu de saisir mon ennemi, mes mains n'ont rencontré que le vide, et un coup violent derrière la tête m'a fait tomber à genoux. J'ai basculé dans les ténèbres du hangar, où l'ombre d'un petit corps se balançait entre les piliers de béton, et à cet instant, un verrou a cloqué derrière mon dos, me coupant toute retraite. La voix du grison, sortant de haut-parleurs que je n'avais pas remarqués, a sonné comme un verdict. « Choisis, Fernand. Soit tu bois cette bouteille cul sec, il y a une petite surprise dedans, et tu t'endors pour toujours, soit ce câble sera la dernière chose que ton fils sentira dans cette vie. » Le choix était simple, ma vie ou celle du gamin. Mais le grison oubliait un détail capital. On ne peut pas effrayer par la mort un homme qui a déjà été tué par la trahison. Je sentais le goulot froid de la bouteille dans ma main et l'acier d'un pistolet sur ma tempe. Et je savais que pour porter le dernier coup, j'étais prêt à franchir les portes de l'enfer. À cette seconde, j'ai cessé d'être une victime pour devenir un chasseur, pour qui le sang des autres était la seule monnaie capable de payer mon déshonneur. J'étais à genoux dans la poussière de l'atelier, sentant un filet de sang chaud couler sur ma nuque. Le grison me soufflait dans l'oreille. Son triomphe empestait le tabac bon marché et la pourriture. Sylvie se tenait un peu à l'écart. Son visage, dans la lumière vacillante de mon briquet tombé au sol, ressemblait à un masque de cire bon marché. Elle ne regardait pas son fils, qui étouffait de sanglots entre les mains du deuxième molosse. Elle me regardait avec une telle soif de me voir périr que les derniers restes de pitié ont fini de geler dans ma poitrine. « Bois, Fernand », a sifflé le grison en m'enfonçant la bouteille entre les dents. « Bois à la santé de la famille que tu n'as jamais eue. Bois, et je te promets que le gamin partira d'ici sur ses deux jambes. » J'ai saisi la bouteille, du verre lourd. À l'intérieur, un liquide trouble. Ma propre prune qu'ils avaient transformée en poison. J'ai regardé Édouard. Le garçon tremblait. Ses yeux cherchaient chez moi une protection que je ne pouvais lui offrir, à genoux dans la poussière. Mais dans ma tête, le mécanisme avait déjà cliqué. Je n'avais pas l'intention de boire. J'avais l'intention de tuer. D'un mouvement brusque, au lieu de porter le goulot à mes lèvres, j'ai fracassé la bouteille en plein visage du grison. Le verre a explosé, nous douchant d'éclats, et l'alcool corrosif a giclé dans ses yeux. Il a hurlé, lâchant son arme pour se couvrir le visage. Je n'ai pas attendu. Un bond en avant et mon poing américain a trouvé la mâchoire du colosse qui tenait le gamin. L'impact a été tel que le type a volé sur 2 mètres avant de heurter un pilier en béton. Édouard est tombé au sol. Je lui ai crié de courir vers ma voiture et il a foncé dans l'obscurité sans se retourner. Quand Sylvie, voyant son nouveau protecteur se rouler par terre dans une bouillie sanglante, s'est jetée vers le pistolet, j'ai compris que cette femme avait perdu tout droit à la pitié et que mon geste suivant allait la rayer définitivement du monde des vivants. J'ai écrasé sa main sous ma botte avant que ses doigts n'effleurent la crosse. Un craquement sec a retenti et son hurlement suraigu a déchiré le silence du hangar. Je ne ressentais rien, sinon les battements lourds et réguliers de mon cœur. « Tu voulais ma mort ?» Je me suis penché sur elle, ignorant les râles du grison aveuglé derrière moi.
Tu voulais m'envoyer à la casse comme une vieille camionnette ?» Je l'ai saisie par les cheveux et l'ai remise sur pied d'une secousse. Elle se débattait, me crachait au visage, me maudissait. Mais dans ses yeux, je lisais ce que je voulais y voir. Une terreur primitive, glaçante. Je l'ai traînée jusqu'au bord de la galerie, là où la gueule noire d'une bétonnière béait en contrebas. Elle était éteinte, mais ses entrailles d'acier ressemblaient à une tombe. Le grison essayait de se relever, tâtonnant autour de lui. Je me suis retourné et je lui ai brisé le tibia d'un coup de démonte-pneu. Nouveau craquement, nouveau cri. Maintenant, ils étaient tous les deux là où ils méritaient d'être, dans la boue et la douleur. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Gilles. Je savais qu'il avait repris conscience dans le garage où je l'avais laissé. « Écoute-moi bien, ordure », et je dis, « si tu ne veux pas que tes comptes soient saisis dans l'heure, et si tu veux voir le soleil se lever, tu montes tout de suite dans ta Clio défoncée et tu viens à la cimenterie. Tes amis s'ennuient beaucoup de toi. » J'ai raccroché. Tout le monde était convoqué. J'ai ligoté le grison et Sylvie avec les restes du vieux câble, dos à dos. Ils ressemblaient à des jumeaux siamois engendrés par la cupidité et la luxure. Je me suis assis en face d'eux sur une vieille caisse à outils. J'ai sorti un paquet de cigarettes et j'en ai allumé une. La fumée montait lentement vers les voûtes hautes de l'atelier. « Raconte, grison !» J'ai soufflé la fumée directement sur son visage ravagé. « Comment vous avez monté ça ? Comment tu as convaincu cette idiote qu'elle avait besoin de toi ?» Il gardait le silence, se contentant de râler. Sylvie, elle, ne se taisait pas. Elle suppliait, offrait de l'argent, promettait de rendre tout ce qu'ils avaient volé, jurait qu'elle n'avait toujours aimé que moi et que c'était le diable qui l'avait tentée. Je l'écoutais et je m'étonnais d'avoir pu être aveugle si longtemps. Chacune de ses paroles était un mensonge emballé dans du papier cadeau. 20 minutes plus tard, les phares de la Clio sont apparus dans l'ouverture du hangar. Gilles a rampé à l'intérieur, boitant et se tenant la mâchoire. Quand il a vu ses complices dans cet état, il s'est effondré à genoux dès l'entrée. Il avait compris. Le jeu était fini. L'heure de l'addition avait sonné. Je me suis levé, sentant l'adrénaline laisser place à une résolution froide. Dans le coffre de ma Peugeot, j'avais les documents récupérés au bureau. Il n'y avait pas que les rapports de vol. Il y avait des reconnaissances de dettes signées par Sylvie, où elle hypothéquait notre appartement pour financer les affaires du grison. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle avait trahi notre avenir, vendant notre toit pour une richesse fantôme. Maintenant, vous allez tous les trois rédiger des aveux complets. J'ai sorti papier et stylo. Gilles, tu vas écrire comment tu détournais l'argent. Nous grisons. Comment tu as planifié l'accident? Et toi, Sylvie, tu vas écrire comment tu as vendu ta mère et ton fils pour les promesses de cette limace. Je les ai forcés à écrire, sous la menace de leur propre pistolet, sous le sifflement du démon pneu si quelqu'un traînait. Ce n'étaient pas de simples aveux, c'était leur arrêt de mort sociale. Quand les papiers ont été prêts, je les ai soigneusement pliés dans ma poche. Mais je ne comptais pas appeler la police tout de suite. J'avais un autre plan. Je les ai tous chargés dans mon fourgon, garé dans la cour arrière de l'usine. J'avais déjà envoyé Édouard en taxi chez ma mère, en lui ordonnant de n'ouvrir à personne. Nous étions seuls désormais. Je conduisais le fourgon sur la route de nuit, sentant un calme étrange se répandre dans ma poitrine. C'était le calme du chirurgien qui s'apprête à retirer une tumeur pourrie. Nous sommes arrivés sur la berge de la rivière gelée, à l'endroit précis où jadis j'avais demandé Sylvie en mariage. Là se trouvait une ancienne station de bateaux, abandonnée et ensevelie sous la neige. Je les ai tirés hors du véhicule et les ai forcés à marcher jusqu'au bord de la glace. Le vent ici était particulièrement méchant. Il pénétrait jusqu'aux os, faisant trembler les traîtres non seulement de peur, mais de froid. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout finira, et je dis en fixant l'eau sombre qui clapotait dans un trou de glace. Vous pensiez que j'étais un pigeon qu'on pouvait traire éternellement, mais vous avez oublié que j'ai grandi dans ces rues, et que je sais comment dire adieu à ceux qui ne comprennent pas le langage humain. Je les ai obligés à se tenir au bord extrême de la banquise. Gilles pleurnichait, le grison se taisait, scrutant les ténèbres, tandis que Sylvie recommençait à faire une scène, essayant de m'arracher une once de compassion. Mais dans mon cœur, il n'y avait que le vide.
J'ai sorti de ma poche la bouteille d'eau de vie que j'avais prise à l'usine, celle qui n'était pas empoisonnée, la bonne vieille gnôle rude. J'en ai bu une gorgée et j'ai versé le reste sur la neige, à leurs pieds. Vous avez le choix. Ma voix couvrait le hurlement du vent. Soit vous allez vous-même au commissariat vous rendre à marque en rendant tout jusqu'au dernier centime et en signant tous les renoncements, soit vous restez ici et aucun de vous ne verra le matin. Et retenez bien ceci, si je vois l'un de vous dans un rayon d'1 kilomètre de ma maison ou de mon entreprise après votre sortie de prison, je ne discuterai plus. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la voiture, sentant leur regard haineux me brûler le dos. Mais alors que j'ouvrais la portière de la Peugeot, un coup de feu sourd a claqué depuis l'obscurité de la station abandonnée. J'ai senti quelque chose de brûlant me déchirer le flanc, me faisant basculer dans la neige et réaliser que cette histoire comptait un acteur de plus, que j'avais criminellement négligé. Le plomb brûlant m'est entré dans le flanc comme un fer rouge, mais cette douleur n'était qu'une étincelle comparée à l'incendie que je m'apprêtais à allumer sur la tombe de leurs ambitions. S'ils pensaient qu'une seule balle tirée de l'ombre arrêterait un homme à qui on a arraché le cœur, ils venaient de commettre leur dernière et plus fatale erreur. Je suis tombé à genoux, sentant la neige s'imbiber instantanément de quelque chose de chaud et poisseux. Mais mes doigts ont machinalement trouvé le manche du démonte-pneus, mon seul véritable ami dans cette mie. J'ai roulé derrière la roue de ma Peugeot au moment où une deuxième balle faisait jaillir une gerbe d'étincelles sur la carrosserie. On tirait depuis les vieux hangars à bateaux. Ce n'était ni le Grison, ni Gilles. Eux, ils restaient plantés sur la glace, paralysés par la peur et le froid. Le Grison avait donc gardé un autre chien en réserve, caché en embuscade. Mais dans ce quartier, je connaissais chaque buisson. J'ai attendu 1 seconde, le temps que le tireur recharge, et je me suis élancé vers l'ombre du quai, ignorant les éclairs de douleur dans mon flanc. Mon poing américain a brillé au clair de lune quand je suis arrivé dans son dos. Un coup sec et bref à la base du crâne. L'assaillant s'est effondré, lâchant son vieux pistolet d'alarme trafiqué pour tirer à balles réelles. Je ne l'ai pas achevé. J'ai juste balancé son arme dans l'eau glacée. D'autres m'attendaient. Je suis revenu sur la berge en titubant, mais sans m'autoriser à tomber. Le trio sur la glace s'est figé. Le Grison essayait de défaire ses liens. Sylvie hurlait, le visage enfoui dans son épaule. Et Gilles était simplement assis dans la neige, le regard vide. Je me suis approché d'eux, et mon ombre, longue et sinistre, les a recouverts comme un linceul. Dans ma main, j'avais leurs aveux signés, que je complétais maintenant par une vidéo sur mon téléphone, immortalisant leur tentative de meurtre. Il est temps d'en finir avec ce cirque. Ma voix était rauque. J'avais un goût de fer dans la bouche. Gilles, tu m'as volé 50 000 € et ma foi en l'humanité. Grison, tu m'as volé 8 ans de ma vie en me refilant ton bâtard. Et toi, Sylvie, tu m'as tout volé. Maintenant, je viens recouvrer mes créances. Je les ai forcés à se lever et à marcher vers le précipice, là où la glace était particulièrement fine. Chaque pas qu'il faisait s'accompagnait d'un craquement sinistre. Je voyais le Grison trembler sur ses jambes. Son assurance affichée et ses soi-disant relations ne valaient plus un clou. Ici, sur la berge nocturne, seule la force et la vérité comptaient, et la vérité était de mon côté. J'ai forcé Gilles à virer tout l'argent volé sur le compte d'une fondation pour orphelins. Je ne voulais pas toucher à ces euros sales. J'ai vu ses doigts trembler en tapant le code sur l'application, conscient qu'il était désormais officiellement un mendiant, doublé d'un voleur sous le coup d'une enquête. Au moment où, au loin, les gyrophares bleus de la police ont déchiré la nuit, Sylvie s'est jetée à mon cou, implorant mon pardon, promettant de devenir mon esclave. Mais je n'ai ressenti que du dégoût pour cette créature qui, la veille encore, planifiait ma mort. Quand un être humain perd son visage par cupidité, il cesse d'exister pour ce monde. Et ses larmes avaient pour moi moins de valeur que la neige fondue sous mes bottes. Je l'ai repoussée et elle s'est étalée dans la congère, souillant son manteau de fourrure de cambouis et de boue. Les voitures de police ont freiné en haut de la pente dans un crissement de pneus. Le capitaine Marc est sorti le premier, la main sur son holster. Mais j'avais tout préparé. Je lui ai remis le téléphone avec les enregistrements et la liasse de documents. Ce n'était plus un simple divorce qui les attendait, mais de la prison ferme pour tout un bouquet d'accusations, de l'escroquerie en bande organisée à la tentative d'assassinat et l'enlèvement d'enfants.
Le grison a essayé de crier quelque chose à propos de ses relations, mais Marc s'est contenté de lui passer les menottes sans un mot. « Fernand, ça va ?» Marc a regardé mon flanc en sang. Je survivrai, et je répondis en serrant un morceau de chiffon sur la plaie. Eux, par contre, j'en doute. En prison, on n'aime pas trop ceux qui volent les leurs et qui s'en prennent aux enfants. J'ai regardé les policiers les pousser dans les voitures. Sylvie hurlait mon nom, mais je ne l'entendais plus. Pour moi, cette femme était morte à la minute où j'étais entré dans la chambre et que je l'avais vue avec Gilles. Elle n'était plus qu'une ligne dans un procès-verbal. Gilles avait l'air d'un cadavre ambulant. Il comprenait qu'en tôle, un accueil spécial l'attendait. J'avais veillé à ce que la rumeur de ses exploits y arrive avant lui. Quand la berge s'est vidée et que seul le ronronnement discret de ma Peugeot troublait le silence, je me suis approché de l'eau. J'ai sorti de ma poche l'anneau que j'avais offert à Sylvie pour nos 5 ans, et je l'ai jeté dans l'abîme noir de la rivière. Avec lui, toutes les offenses, toute la douleur et toute cette confiance que j'avais si bêtement gaspillée ont coulé à pic. Il me restait mon entreprise, que j'allais purger de la pourriture, et il me restait mon honneur, que personne n'avait pu piétiner. Édouard, le gamin que j'avais élevé 8 ans. Je suis passé le récupérer chez ma mère. Nous étions assis dans la voiture, et il me regardait avec ses grands yeux. Il n'était pas coupable d'avoir un père pourri et une mère traîtresse. Je ne pourrais plus l'appeler mon fils comme avant. Ce serait un mensonge. Mais je ne l'ai pas abandonné à son sort. Je l'ai inscrit dans un bon internat militaire dans une autre ville. J'ai assuré son avenir. Mais nos chemins se sont séparés. C'était la partie la plus dure de ma vengeance. M'amputer d'un morceau d'âme pour survivre moi-même. 1 mois a passé. Je me tenais sur le seuil de mon nouvel entrepôt, respirant l'odeur du béton frais et du gasoil. Mes affaires ont décollé une fois débarrassées des parasites. Le grison a tout perdu. Ses actifs m'ont été transférés en guise de compensation. Sa boîte a fait faillite et lui attend son jugement en détention provisoire. Gilles a déjà pris ses 7 ans. Sylvie vit maintenant dans une chambre de foyer qu'on lui a attribuée après le partage des biens. Elle fait des ménages dans un centre commercial et noie son chagrin chaque soir dans la vodka bon marché. Elle a perdu sa beauté, perdu ses amis et perdu le droit de s'appeler un être humain. Je suis monté dans ma voiture et j'ai accéléré. Devant moi s'étendait une longue route, vierge comme une page blanche. Je savais que les cicatrices sur mon corps et sur mon cœur resteraient à jamais. Mais elles me rappelleraient que j'ai tenu bon là où d'autres se seraient brisés. La justice, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est ce qu'on arrache au destin avec les dents. Cette histoire n'est que l'une des nombreuses qui peuplent un monde où la trahison marche main dans la main avec la crédulité. Et si vous voulez savoir comment sortir vainqueur des situations les plus désespérées, la vie a encore bien des leçons rudes en réserve, de celles qui ne vous laisseront pas indifférents. Mon chemin continue.